Bienvenue à la première capsule sur le système cardiovasculaire. Nous avons terminé le cours à la page 6 de vos notes de cours et dans votre livre, on est à la page 1053 avec cette figure-là. On a terminé en parlant de la pression artérielle et je veux débuter cette capsule avec cette figure qui nous montre ici, alors justement, la variation de la pression, que ce soit au niveau des artères ou au niveau des veines. Alors, on voit ici que la pression dans les artères, c'est là où est-ce qu'on enregistre le 120 sur 80 mm de mercure. Quand on arrive au niveau des capillaires, on n'oublie pas que le sang ralentit énormément. On le voit ici, le sang est presque arrêté. Et puisque le sang arrive de quelques artères, se subdivise en de nombreux capillaires, c'est normal que la vitesse diminue et que la pression aussi diminue à ce moment-là. Puis on va remarquer qu'au niveau des veines, il n'y a pas vraiment de pression exercée par le sang au niveau des veines. Là où je veux revenir, c'est ici. On voit vraiment qu'on oscille entre le 120 et le 80 mm de mercure et vous constatez aussi qu'il y a une petite bosse. On va aller faire un beau petit dessin pour illustrer cette variation justement de pression. C'est donc notre dernière image où on parlait de la pression artérielle, comment on la mesurait. Maintenant, on va aller, prenez un petit endroit là, à votre page 6 ou votre page 7 de vos notes de cours pour faire un graphique. On va aller tracer un graphique. Alors, la variation, ça va être notre pression artérielle. On va se fixer un 120 ici, un 80 ici. Bien sûr, c'est en millimètres de mercure. Excusez-le, je vais le mettre ici. Millimètres de mercure, puis ici, le temps. Alors, ce qu'on observe, on passe de 80 mm de mercure, on monte à 120, ensuite on redescend et il y a une petite variation, une petite bosse qui se fait. On retrouve notre 80, on retrouve notre 120 et après ça, il y a une autre petite bosse qui se fait et ainsi de suite. Là, on appelle cette courbe-là, pour vrai, c'est le mot un des mots les plus laids en biologie que j'ai vu. On appelle ça l'incisure catacrote. Oui, vous avez bien entendu. Ou l'onde dicrote. Tout ça à cause de la petite bosse. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est vraiment cette espèce de petite bosse-là, cette hausse soudaine de la pression. Là, on va commencer par dire où est-ce que, à quel moment de la révolution cardiaque ça correspond, ces variations de pression-là. On imagine ici, quand on observe un 80 mm de mercure, on imagine qu'on est présentement en diastole ventriculaire, peu importe ce que les oreillettes font, et dès que ça commence à monter, alors là, on va tomber vraiment en systole. On va tomber en systole ventriculaire. Et la systole ventriculaire, elle se termine au moment où on voit une baisse de pression. Ça veut dire que le ventricule ne pousse plus le sang en dehors, donc dans l'aorte.
Et c'est là où est-ce que, donc, quand on tombe ici, on tombe en diastole. Je vais faire un petit trait jusqu'à la prochaine remontée. Alors ça, ici, ça c'est ma diastole ventriculaire. Et la bosse, comment ça se fait qu'on est en train de redescendre, notre pression descend et soudainement, elle a une petite remontée qui ne dure vraiment pas longtemps. Essayez de penser à votre évolution cardiaque. Qu'est-ce qui se produit tout de suite après la systole ventriculaire? Bien, ça va être la fermeture des valves de l'aorte et du tronc pulmonaire. Mais en fait, la bosse, elle est vraiment due à la valve de l'aorte qui se ferme et le sang va donc venir frapper sur la valve fermée, ce qui va faire une petite hausse de pression au niveau de l'aorte, donc des artères. C'est vraiment lié à la fermeture de la valve de l'aorte. Si ce n'est pas clair pour vous, je vous invite à retourner voir votre révolution cardiaque. On a donc terminé de parler de la pression artérielle. On va maintenant parler des échanges au niveau des capillaires. J'aurais dû mettre des S, pardon. Alors, les échanges au niveau des capillaires, c'est ça le but du système cardiovasculaire, c'est de transporter des nutriments, de transporter des déchets, du CO2, de l'oxygène, et de pouvoir amener tous ces éléments-là aux cellules ou de récupérer ces éléments-là. Donc, on veut faire des échanges de substances entre le sang et le liquide interstitiel qu'on trouve tout le tour de nos cellules. Vous allez reconnaître les termes ici, endocytose, exocytose, diffusion, que ce soit simple ou facilitée, qui vont nous permettre justement de faire ces échanges-là parce qu'il faut passer la membrane de toutes les cellules, que ce soit pour traverser la paroi des vaisseaux sanguins ou encore pour pénétrer dans les cellules. On voit ici justement des capillaires. C'est là où est-ce qu'on va faire nos échanges. Vous avez ici une artériole qui provient d'une artère quelconque qui va se subdiviser ici en capillaires. Et les capillaires ensuite vont converger vers des vénules. Et c'est vraiment partout ici où est-ce qu'on va faire nos échanges. Alors à l'entrée, au début des capillaires, on est bien sûr riche en oxygène et au sortir des capillaires, on va être pauvre en oxygène mais riche en CO2. Ce que cette figure-là nous montre, c'est qu'on peut faire varier la circulation de notre sang au niveau des capillaires. On a des petits sphincters, dans le fond, des petits muscles, si on veut, qui peuvent rediriger le sang. On peut faire fermer les sphincters, ce qui va faire l'image en dessous. Donc, le sang va passer uniquement dans la méta-artériole, ce qu'on ne considère pas ce conduit-là comme étant un capillaire. Ce qui veut dire qu'on va éviter les échanges au niveau des capillaires ici. Alors, quand on fait de la vasoconstriction, quelquefois, quand notre teint devient pâle, bien, c'est un peu ça qui se produit. On n'envoie pas de sang au niveau des capillaires, on le fait passer par la méta-artériole pour la rediriger directement dans la vénule. Allons voir le mouvement des liquides. La figure 4215 que vous allez trouver à la page 1055, on va aller la voir. Cette figure-là est très importante à comprendre. Et il va falloir se rappeler des notions d'osmose, donc de pression osmotique, et on va aussi considérer la pression artérielle là-dedans. Je vais l'expliquer avec la figure. On a ici un capillaire.
le début du capillaire et l'extrémité du capillaire. On voit le liquide interstitiel et on voit les cellules à proximité. Le sang entre dans les capillaires avec une certaine pression. Donc, la pression sanguine, on la voit ici, représentée par cette flèche-là. Mais le sang lui-même, à cause des solutés qu'il contient, la quantité d'eau libre versus d'eau liée, il y a une certaine pression osmotique qui est exercée par le sang. Le sang, il doit toujours être hypertonique. On le voit ici. Le sang devrait normalement toujours être hypertonique par rapport au liquide interstitiel. Ça veut dire que mon sang devrait contenir plus de soluté, moins d'eau libre que le liquide extérieur. Ce qui fait que l'eau, si elle suit le gradient de concentration d'eau libre, l'eau va vouloir pénétrer dans mes capillaires. Mais comme au début de mon capillaire, ma pression sanguine est plus élevée que la pression osmotique, le liquide sort de mon sang au début de tous mes capillaires. J'ai donc une certaine perte de liquide qui se fait au profit du liquide interstitiel, mais plus le sang avance, plus il perd de la vitesse, la pression, il perd du liquide aussi, la pression sanguine, on va voir qu'elle diminue tout le long du capillaire. Et à la fin de mon capillaire, ma pression artérielle devrait être plus petite que la pression osmotique. Il faudrait que la flèche soit un peu plus courte que ça pour démontrer vraiment que à la fin des capillaires, c'est la pression osmotique qui gagne, ce qui veut donc dire qu'il y a du liquide qui rentre à nouveau dans le sang. On perd du liquide au début de nos capillaires, mais on gagne ce liquide-là à la fin de nos capillaires. Tout ce qui peut faire changer la pression osmotique, c'est-à-dire tout ce qui pourrait faire changer le côté hypertonique de mon sang. Si par exemple, je me ramassais avec un sang dilué qui contient peu de Na+, peu de K+, peu de protéines, entre autres une protéine très importante qui s'appelle l'albumine. Quand l'albumine est présente, il n'y a pas de problème. Ma pression osmotique devrait être bonne, donc mon sang devrait être hypertonique par rapport à l'extérieur. Mais par exemple, dans le cas de certaines maladies de foie, le foie fabrique l'albumine. Il y a certaines personnes, donc dues à des maladies de foie, ne sont plus capables de produire d'albumine ou le produisent en moins grande quantité, ce qui fait que leur sang est moins hypertonique et le liquide fuit beaucoup hors des capillaires. On n'en récupère pas tant à la fin. Alors ces gens-là, souvent, vont être enflés. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'édème. De l'édème, c'est une accumulation de liquide interstitiel. Vous avez déjà pensé, si vous avez déjà eu les mains enflées, les pieds enflés, bien, c'est une accumulation de liquide interstitiel comme ça. Je le répète, cette figure-là, elle est importante à comprendre. Assurez-vous que c'est clair pour vous la pression sanguine versus pression osmotique, pourquoi le liquide entre, pourquoi il sort. Dernier morceau théorique sur le cardiovasculaire, c'est le sang. Et là, vous allez pouvoir ressortir votre laboratoire 3 qui portait sur l'osmose. On avait parlé des groupes sanguins. Alors, ce qu'il y a dans votre labo 3 est bon. Sinon, il y a la figure 14-11 de la page 311 où on va montrer les différents groupes sanguins avec antigènes et anticorps. Alors ça, c'est vraiment important. Vous avez aussi des exercices sur les groupes sanguins. Qui peut être un receveur universel? Quel groupe sanguin est un donneur? Pour quelle raison? Alors, c'est important. On va aller voir la figure 42-17.
Figure 42-17, on est à la page 1057 dans votre livre. Et l'idée, c'est de savoir en gros de quoi est composé notre sang. Ça, c'est une petite éprouvette de sang qui a été centrifugée. Quand on centrifuge, ça veut dire que les éléments solides plus pesants vont aller se déposer au fond et les éléments plus légers vont flotter à la surface. Le plasma, on considère ça comme étant la partie liquide du sang. Vous voyez que beaucoup d'eau, plein d'électrolytes, donc plein d'ions, le sodium, potassium, calcium, chlorure, etc. Et on remarque qu'il y a des protéines, dont la fameuse albumine, qui maintient l'équilibre osmotique. Fibrinogène, ça c'est ce qui nous permet de faire des gales, si on veut, de faire des petits caillots pour boucher les trous s'il y a une blessure dans les vaisseaux sanguins. Et immunoglobuline, ça c'est les anticorps. Vous avez bien sûr tout ce qui est nutriments, les glucoses, le glucose, les vitamines, l'O2, CO2, toutes les hormones, testostérone, T4, et j'en passe. Et finalement, toute la partie solide qui correspond à 45% de votre sang, là on retrouve globules blancs avec le beau mot leucocytes. On a nos érythrocytes. Vous avez les quantités approximatives de ces différents, plus les quantités moyennes de leucocytes versus érythrocytes. Et on a aussi les plaquettes qui vont permettre la coagulation, qui n'ont pas de noyau. C'est vraiment des genres de petits morceaux de cellules, mais sans noyau. Je vous rappelle que les globules rouges ne possèdent pas de noyau non plus. Ça veut dire que les globules rouges, ils n'ont pas de chromosomes à l'intérieur. Les érythrocytes ne peuvent donc pas faire de mitose et on va être obligé de les renouveler grâce à la moelle osseuse rouge. Alors, la job des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène et même le CO2 aussi, une partie du CO2. Les leucocytes, on en voit 5 types différents. Vous n'avez pas à les apprendre. Je vous encourage quand même à lire les noms neutrophiles, monocytes. C'est peut-être des termes que vous allez réentendre plus tard. Et d'où viennent justement ces leucocytes-là et ces érythrocytes-là? Où sont-ils fabriqués? Ils sont fabriqués dans la moelle osseuse. Je vais préciser la moelle osseuse rouge. Si vous avez déjà vu un os de bœuf, mettons, bien, à l'intérieur, il y a de la moelle. Mais ça, c'est de la moelle osseuse jaune qui contient plus de lipides. La moelle osseuse rouge, elle est uniquement dans les extrémités des os longs, comme le fémur par exemple, ou dans les os plats, comme les os du bassin. Il y a des cellules souches à l'intérieur. C'est donc des cellules qui ont le potentiel de se transformer en d'autres types de cellules. Les cellules souches vont donner naissance aux deux types, bien, il y en a un petit peu plus là, mais aux catégories de leucocytes qu'on appelle les lymphocytes. Plusieurs autres globules blancs, les plaquettes, les érythrocytes vont être issus d'une autre subdivision des cellules souches. Alors tout ça grâce à la moelle osseuse rouge. Et c'est ce qui met fin à la capsule sur le système cardiovasculaire. On a donc fait le tour de la théorie. Je vous encourage à relire vos notes et à aller faire les exercices.